Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un programme d'assistance sociale destiné aux familles affectées par la pandémie de Covid-19. Elles ont donc bénéficié ou bénéficieront d'une enveloppe de 90 000 francs CFA, somme destinée à atténuer les effets de la maladie à coronavirus sur les populations les plus démunies du Mali. 1 million de ménages sont concernés pour une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Le programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence dans le cadre du Covid-19, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est piloté par le programme de filets sociaux Djigui Semeiri, un mécanisme en place dans notre pays depuis 2013 avec comme objectif de lutter contre l'extrême pauvreté. Avec quelle démarche, pour quels résultats? Nous en parlons ce soir avec le coordinateur du programme, Mahmoud Ali Sakho. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, quand nous parlons de filets sociaux, de quoi parlons-nous au juste? Quand on parle de filets sociaux en matière de protection sociale, il s'agit d'actions ciblées à des populations vulnérables ou pauvres et qui ont besoin d'un service minimum qui leur est accordé afin de les tirer de cette extrême pauvreté. Alors, quand on parle d'extrême pauvreté dans un pays lui-même classé pauvre, même très pauvre, ça veut dire quoi, extrême pauvreté? C'est ça, toute la dynamique des programmes sociaux qui sont en place pour pouvoir faire la détection, comme nous l'appelons dans notre jargon, le ciblage de ces ménages. Et quand on parle de pauvreté dans un pays pauvre, ça veut dire qu'on a déjà des critères pour déterminer cette pauvreté. Comme vous le savez, il y a beaucoup de types de pauvreté. Mais la pauvreté qui nous intéresse ici particulièrement, il s'agit de la pauvreté alimentaire. Donc nous nous intéressons surtout au comment les ménages vivent, de quoi ils vivent et comment ils vivent. À partir de là, nous avons défini au niveau du programme de filets sociaux Djigui Semeiri 4 critères généralement pour pouvoir identifier les ménages pauvres. Tout d'abord, il y a le nombre de repas que le ménage peut prendre par jour. Il y a ses capacités de production, notamment les moyens dont il dispose. Il y a aussi ensuite le niveau de revenus, les revenus qu'il peut avoir, que ce soit de son travail ou bien d'autres parents ou amis à lui. Et enfin, il y a la composition même de ce ménage. Parce qu'il y a certains ménages qui sont de nature défavorisée, soit parce que le mari il est décédé, la femme qui est veuve est chef de ménage avec des enfants, ou bien le ménage est dirigé par un chef de ménage handicapé. Alors comment est-ce que vous pouvez déterminer tout ça? Est-ce que vous vous déplacez, vous allez dans chaque famille pour savoir de quoi on vit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme problème? En fait, on a mûri toute une technique de ciblage au sein du programme Djigui Semeiri. Et ce ciblage part d'abord du ciblage géographique parce qu'on fait l'identification des zones qui sont censées être les plus pauvres. Et surtout que le programme Djigui Semeiri est un programme national. Donc l'ambition, c'est vrai, c'est de toucher tous les Maliens, mais il y a une démarche progressive que nous sommes obligés d'adopter. Donc nous faisons le choix d'abord des communes les plus pauvres d'abord. Ensuite, quand nous partons dans la commune retenue, nous faisons du ciblage communautaire. Ce ciblage communautaire part du préalable qu'on doit permettre aux communautés elles-mêmes de choisir qui est pauvre parmi elles ou qui n'est pas pauvre. Nous mettons au sein de chaque village, au sein de chaque quartier, ce que nous appelons des comités de ciblage. C'est les comités villageois ou comités de quartier, généralement qui sont composés des représentants, des chefs de village, des conseillers du village, les présidents des associations, les leaders religieux, en tout cas tous ceux qui connaissent bien la localité, et c'est eux qui, à partir des quotas que nous définissons pour leur localité, en fonction bien entendu des ressources financières dont nous disposons, nous pouvons aller dans telle localité, dire vraiment on peut apporter assistance à tant de centaines de personnes. Donc on leur laisse la latitude de choisir elles-mêmes ces bénéficiaires et qui nous envoient et qui sont approuvés par la communauté elle-même. C'est ensuite que nous intervenons pour aller faire les paiements. Alors, combien de personnes au Mali sont censées être dans cette situation d'extrême pauvreté? Ceux qui sont censés être dans cette situation d'extrême pauvreté, ça dépend si nous partons des dernières statistiques. Généralement, de la pauvreté, on l'évalue dans l'ordre de 40 à 42% au Mali. Mais l'extrême pauvreté, c'est à peu près dans l'ordre de 25% de la population. Donc c'est à peu près 25% de la population. Si on prend l'effectif de la population projetée actuellement, le Mali compte à peu près 20 millions d'habitants actuellement.
Donc le 25%, donc il faudra compter après 5 millions d'individus qui sont censés être dans l'extrême pauvreté. Alors, votre programme, il voit le jour en 2013. Nous sommes juste au lendemain de la crise, de l'éclatement donc de cette crise sécuritaire que le pays traverse depuis. Qu'est-ce qui milite, qu'est-ce qui plaide en 2013 à la faveur de la création d'un programme de ce genre? Au fait, en 2013, on était en période de crise, si vous vous rappelez. Et cette crise était surtout marquée par la rébellion dans les régions nord du Mali. Et ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de populations déplacées. Et à cette crise sécuritaire s'est ajoutée une crise alimentaire suite à la campagne agricole aussi. Ce qui a fait que beaucoup de populations s'étaient vues démunies. Donc c'est à ce niveau que le gouvernement a fait appel à la Banque mondiale et à différents partenaires pour venir en aide, pour mettre en place un programme de filets sociaux pour pouvoir venir au secours des populations les plus démunies. Parce que dans une situation de crise, généralement, les populations les plus démunies sont les plus affectées aussi par ces crises. Et donc, c'est dans ce sens que la Banque mondiale a mis en place une ligne de financement pour venir en aide et à cibler 62 000 ménages qui devaient être retenus au début et qui devaient bénéficier de l'assistance, en tout cas, du Mali en matière de transfert monétaire. Mais est-ce que vous avez un objectif de développement ou c'est juste pour parer au plus urgent, au plus précis? Au fait, les programmes de filets sociaux, l'objectif de développement était un objectif un peu à moyen terme. Et comme vous le savez, les transferts monétaires sont donnés à des ménages pauvres pour les tirer d'abord de l'extrême pauvreté. Et généralement, c'est la première phase de ce genre d'opérations. Et ces genres d'opérations sont accompagnés d'autres mesures qui viennent en sus pour assurer le développement. Mais pour l'instant, vous donnez du poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire qu'on fait revenir cet individu, ce citoyen qui est dans l'extrême pauvreté et qui a perdu toutes les habitudes d'un bon citoyen. Il a perdu même la foi d'être un bon citoyen. Et généralement, il s'installe chez lui une situation de détérioration générationnelle aussi qui s'installe. Donc le ménage qui est très pauvre, qui n'a même pas à manger, et généralement, il n'enverra pas ses enfants à l'école, il ne suivra pas les systèmes de vaccination, de soins de la famille. Toutes les habitudes pour avoir les droits des enfants, respecter les droits des enfants, notamment les actes de naissance, les déclarations de naissance. Généralement, il abandonne toutes ces bonnes pratiques parce que ce qui le préoccupe d'abord, c'est manger. Donc, dans les programmes de filets sociaux, on habitue d'abord le citoyen à manger d'abord correctement. Ensuite, on le fait accompagner par des mesures d'accompagnement pour l'inciter à entretenir le capital humain qu'il a à son niveau, notamment les femmes et les enfants qui sont dans le ménage. Et ensuite, pour rompre d'abord ce cycle intergénérationnel de la pauvreté. Mais vous n'avez pas encore atteint ce stade, vous? On a entamé ce stade. D'accord. Parce que les transferts monétaires que nous avons mis en place, généralement, sont accompagnés d'activités génératrices de revenus. Donc, c'est un capital qu'on met à la disposition de ces ménages qu'on a fait sortir de la pauvreté. Ensuite, on leur donne un capital pour pouvoir les initier à faire des activités génératrices de revenus. Il y a d'autres mesures aussi, des mesures d'accompagnement, mais aussi des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre qu'on initie à travers des projets communautaires pour le développement de la communauté. Alors, mais pourquoi des transferts monétaires et non un autre type d'intervention? Au fait, l'historique un peu de ces transferts monétaires relève un peu de quand vous regardez un peu les anciennes crises qu'on avait. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient les anciens, ce qu'on appelait les mille rouges, Nyoblin, quand on en parlait à l'époque. Les aides qu'on apportait dans les pays pauvres, dans les pays qui étaient en situation de crise, c'était des aides alimentaires. Donc on vous apportait du céréal, que vous le voulez ou pas, c'était l'aide qu'on vous apportait. Et dans la plupart des cas, on voyait que ces aides finissaient sur le marché parce que souvent ça ne respectait pas les habitudes alimentaires, c'est les habitudes de consommation. Donc je crois que c'est dans cette réflexion que beaucoup de bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, a réfléchi à mettre en place ces systèmes de transfert monétaire où on donne la liberté et le choix, en tout cas, aux bénéficiaires, même s'il est pauvre, d'aller acheter ce qu'il veut et de répondre à ses besoins, à ses propres besoins à travers une assistance financière pour qu'il lui-même puisse choisir où est-ce qu'il va mettre cet argent. Alors, vous bénéficiez au départ d'une enveloppe de 35 milliards, si je ne m'abuse, un financement Banque mondiale, ensuite 2 autres financements. Qu'est-ce que vous en faites concrètement? Et à quoi est-ce que ça a servi? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat?
Vous l'avez rappelé lors de votre première question, le programme Diximeri a démarré depuis 2013. 2013, ça nous a permis, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, de donner des transferts monétaires à près de 80 000 ménages à travers le pays. Et nous intervenons aujourd'hui pratiquement dans toutes les régions, de Kaï jusqu'à Gao, Tombouctou, ils sont concernés. Nous devrons être à Kidal et Menaka dans les mois à venir, voire les semaines à venir. Donc, c'est un programme d'envergure nationale qui avait une première phase, comme vous l'avez rappelé, de 35 milliards, qui devrait permettre de faire des transferts monétaires à 62 000 ménages et aussi associés à des mesures d'accompagnement, comme je l'ai rappelé. Ensuite, nous avons eu des financements complémentaires parce que les premières évaluations d'impact du projet ont été vraiment satisfaisantes. Et c'est pourquoi le bailleur de fonds et le gouvernement lui-même, il faut le souligner, le gouvernement met en place beaucoup d'argent aussi actuellement dans le programme Filets sociaux. C'est pour pallier vraiment tous les effets des crises successives que nous connaissons au pays pour pouvoir soulager en tout cas la souffrance de ces ménages pauvres et vulnérables. Alors 80 000 ménages, qu'est-ce que cela représente en termes de population et avez-vous réussi à mettre des mesures d'accompagnement pour toutes ces populations? Oui, on a mis ça. Quand nous faisons le transfert monétaire, quand vous prenez la moyenne de la population de 6,5 à peu près d'habitants, nous avons à peu près 500 000 personnes qui sont concernées indirectement par nos activités. Au-delà même de ces 500 000 personnes qui bénéficient des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement, nous avons animé aussi des séances d'animation sur beaucoup d'aspects, notamment sur la nutrition, l'éducation des jeunes filles, les aspects sur la vaccination, l'alimentation, l'allaitement des enfants. Donc tous ces aspects, généralement ces campagnes de médiatisation et de séances de formation, nous les donnons dans toute la localité. Donc quand nous partons dans un village, nous faisons des transferts monétaires aux plus pauvres, mais ces séances d'animation sont à l'endroit de toute la population de cette localité. Donc tout le monde peut bénéficier de ces assistances. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les populations que vous avez assistées sont sorties aujourd'hui d'affaires, sont sorties de l'extrême pauvreté? Oui. En grande partie, parce que, comme vous le savez, structurellement, il y a certains ménages qui, certainement, va être très difficile de les sortir. Mais dans la plupart des cas, s'il y a des capacités de production qui sont là, et si nous arrivons à mettre à la disposition ce capital, comme je l'ai dit, après 3 années de transfert monétaire, nous mettons ce capital pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Généralement, le ménage classique qui est normal, qui a des bras valides, arrive à s'en sortir. Mais il y a certains ménages structurellement qui ne sont pas à même de sortir. Des ménages dirigés soit par des vieillards, des ménages dirigés par des handicapés, vraiment qui n'ont pas vraiment d'autres possibilités de pouvoir faire des activités. Mais dans la plupart des cas, nous pensons que ceux qui ont bénéficié en tout cas de ce transfert monétaire, dans les 80 à 90% des cas, sont sortis de l'extrême pauvreté. Mais quand on sort de l'extrême pauvreté, on devient quoi? Des familles pauvres, des ménages pauvres? L'idéal pour nous, c'est que dès qu'on sort de l'extrême pauvreté, à travers la réception de ces transferts monétaires, on doit recevoir ce capital pour mener des activités génératrices de revenus. Il y a certains même qui commencent avec les transferts classiques. Déjà, certains arrivent à acheter des chèvres, arrivent à acheter des poulets pour pouvoir faire de l'élevage. D'autres arrivent à faire de petits commerces à travers le commerce qu'on a vu en pas mal d'endroits, parce que nous avons fait des études d'évaluation. Mais on s'est rendu compte que vraiment pour pouvoir booster cela, ça nécessite aussi l'encadrement de nos services techniques. Et généralement, ces services techniques sont sollicités par le programme Diximeri pour accompagner ces populations à fructifier vraiment ces acquis. Et certains font du maraîchage, de l'élevage, beaucoup d'activités génératrices de revenus sont... En tout cas, il y a l'accompagnement du programme par rapport à ça. Mais quand on sort de l'extrême pauvreté, l'idéal est qu'on ne soit même pas pauvre. Est-ce que vous réussissez à faire que les gens ne soient pas du tout pauvres? C'est ça l'idéal, comme on l'a dit. Nous pensons que nous faisons par rapport à ça, parce que Diximeri n'est pas seul sur le terrain. Mais je crois que c'est le seul programme national qui couvre tout le pays. Et quand nous mettons à la disposition des populations ce capital, d'abord les moyens pour pouvoir sortir de l'extrême pauvreté, déjà d'abord on les incite d'abord à envoyer les enfants à l'école, à faire suivre l'enfant à tous ses soins pour pouvoir renforcer ce capital humain d'abord. Ensuite, on donne les moyens de pouvoir initier des activités génératrices de revenus avec un accompagnement technique des services techniques. Et donc, nous pensons que vraiment, si toutes les conditions se réunissent, il n'y a pas de raison que ce ménage retombe
dans la pauvreté. Alors, parlant de couverture géographique, vous avez parlé pratiquement de toutes les régions et vous avez dit bientôt c'est Kidal et Ménaka. Sur quoi est-ce que vous comptez pour aller dans ces régions qui en proie quand même à une grande insécurité aujourd'hui? En fait, l'insécurité ne nous effraie pas trop parce que nous avons développé des stratégies d'intervention. Au début du projet, c'est vrai que le projet avait été conçu pour les 6 régions et le district de Bamako. Mais au fur et à mesure, on a su développer des stratégies d'intervention dans les zones d'insécurité. Et c'est en cela que les régions de Gao et de Tombouctou ont été progressivement intégrées dans le programme. Et notre intervention au sein du programme Djigui, nous développons surtout du faire-faire. C'est-à-dire que quand nous faisons du ciblage des bénéficiaires, nous travaillons avec les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est les représentants des communautés, comme je l'ai dit, les représentants des mairies, des villages et des quartiers. C'est eux qui vont faire l'identification des bénéficiaires. Donc, eux, ils sont sur place. Ils savent comment ça se fait. Quand on fait les paiements aussi, on fait les paiements à travers des agences de paiement que nous recrutons. Et tout dernièrement, la dernière méthode en vogue, c'est les paiements électroniques que nous faisons à travers Orange Mobile Money ou bien d'autres opérateurs qui sont là et qui peuvent faire les paiements électroniques. Donc, ça nous évite d'aller sur le terrain. Dès que nous avons le numéro de téléphone du bénéficiaire, on peut lui envoyer de l'argent dès qu'il est bénéficiaire. Alors, en 2020, l'année dernière donc, éclate cette pandémie de Covid-19 avec les conséquences que nous connaissons. Comment est-ce que vous avez été amené à intervenir auprès des familles affectées par le Covid-19? Merci. Quand la crise de la Covid-19 a éclaté au Mali, le gouvernement a saisi le programme de filet social Djigui pour mettre en place cette intervention qu'on appelait le programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence. Et je crois que l'annonce avait déjà été faite. Il s'agissait de mettre à la disposition d'1 million de ménages 100 milliards de francs CFA, à raison de 90 000 francs CFA par bénéficiaire. Et la tâche était immense et surtout l'objectif c'était de pouvoir distribuer dans toutes les communes du Mali sans distinction. Et donc, dès ce moment, depuis mi-2020, on a commencé l'opération. Et surtout, il fallait agir dans l'urgence. Et surtout, il fallait agir dans l'urgence. Et c'est pourquoi on avait retenu Bamako comme zone d'intervention pilote d'abord, pour pouvoir tester les différents outils de mise en œuvre de ce programme. Mais le problème qui s'est posé, c'est que il y a eu cette crise institutionnelle qui a perturbé un peu la mise en œuvre de ce programme. Donc il y a eu une suspension même des activités pendant une bonne partie de l'année 2020. Et donc c'est à la fin de l'année 2020 qu'on a repris les activités à la faveur de la non-objection, si je peux dire, du coup de pouce donné par le gouvernement à l'activité qui a reconnu l'importance de l'opération. Et nous sommes partis déjà au niveau de Bamako où on a commencé à faire le ciblage des bénéficiaires. Ensuite, on a utilisé différentes méthodes, 2 méthodes de ciblage principalement. Je crois que cet aspect est extrêmement important, que j'insiste là-dessus parce que ça crée des confusions. Nous avions déjà des bénéficiaires qui étaient identifiés par le programme Djigui. Dans le cadre de vos interventions classiques Dans le cadre de nos interventions classiques. Il y avait aussi des bénéficiaires qui étaient identifiés par d'autres projets d'assistance sociale, notamment l'ANAM par exemple, l'Agence nationale d'assistance maladie. Il y a des bénéficiaires qui sont choisis, qui étaient identifiés par des ONG, toujours dans le cadre de l'humanitaire. Donc ces bénéficiaires qui étaient déjà là sont répertoriés dans ce que nous appelons le registre social unifié, qui est une grande base de données où nous faisons la gestion de tous les bénéficiaires des projets d'assistance sociale au Mali. Donc cette grande base de données recouvrait le nom et les adresses de 352 000 bénéficiaires. On a dit vraiment, puisque... 352 000 au niveau de la capitale. Au niveau du Mali. D'accord. L'ensemble du Mali. Parfait. Voilà, dont 33 000 à peu près pour Bamako. Donc on a dit, puisqu'on demande d'aller très vite, déjà on connaît ces pauvres-là. Pourquoi ne pas commencer le paiement avec ceux-ci? Donc c'est la stratégie qu'on a commencé. Pour les 34 000 de Bamako, on a envoyé les enquêteurs sur le terrain pour aller vérifier leur existence. Est-ce qu'ils sont là?
encore, parce que souvent, c'est des gens qui ont été enregistrés il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, il y avait des décès là-dedans, il y a des gens, des populations qui sont allées ailleurs. Voilà. Donc, ce travail qu'on a pu faire à Bamako, sur les 34 000, on a pu identifier que 11 000 à peu près. Donc, qu'on a fait identifier 11 000, on était prêt à les payer. Il faudrait avoir les ressources pour les payer rapidement. Donc, c'est ce que nous avons fait et qui a fait l'objet de la première opération. La deuxième opération, on a fait directement la deuxième opération. Maintenant, puisqu'on a calculé des quotas pour chaque localité, les quotas ont été calculés en fonction des populations de chaque localité. Ça veut dire que les 1 million de bénéficiaires ont été répartis sur l'ensemble des régions. Chacun a son quota. Bamako devrait avoir 124 000 sur les 1 million de bénéficiaires. Donc, ces 124 000 bénéficiaires, déjà, on a pu identifier 11 000 qu'on a payé. Mais on a commencé déjà le ciblage des autres. Comment il fallait faire le ciblage des autres? Je l'ai dit tantôt avec notre méthode de ciblage communautaire. Nous sommes passés dans les quartiers, dans les communes d'abord. Dans chaque commune, nous avons demandé aux maires de réunir les chefs de quartier. Nous les avons expliqué, voilà le quota qui est réservé pour votre commune. Voilà comment on doit identifier les bénéficiaires. Nous, au niveau de Djigui, on ne connaît pas qui est pauvre à Dar Salam ou à Amdalaï ou à Djilibougou. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, c'est vous qui connaissez vraiment les habitants de vos localités. Donc, répartissez ces quotas entre les quartiers et donnez-nous une liste de bénéficiaires qui sont censés être pauvres. Voilà les critères de pauvreté que nous avons. Voilà ce travail que nous avons fait et ce travail a mobilisé et les chefs de quartier et nous avons associé les présidents des associations de femmes, les présidents des associations de jeunes et les leaders religieux aussi pour que vraiment ça soit un travail participatif et collectif et transparent le plus possible. Alors, et le résultat, ça donne quoi? Plus de pauvres que vous ne vous y attendiez ou bien moins? En fait, il ne devrait pas avoir plus de pauvres parce que déjà, nous, on avait fixé déjà, fixé déjà des quotas. Mais le problème qui se pose, c'est que sur le terrain, dans ce genre de situation, il y a toujours des tiraillements. Et je pense il faut reconnaître que la méthodologie des ciblages communautaires est très performante en milieu rural plus qu'en milieu urbain. Du fait que les gens se connaissent tous. Quand vous parlez d'un chef de village qui est Famara Keita dans tel village, il va vous montrer directement sa maison. Mais un chef de quartier, il n'est pas censé connaître tout le monde. C'est pourquoi on a voulu que vraiment dans ce travail, que toutes les associations, les présidents des associations, les présidents des jeunes, des femmes, les leaders religieux, tous ceux qui vont dans les mosquées puissent s'associer vraiment pour qu'on puisse vraiment ramasser le maximum de ménages pauvres et qu'il y ait le moins de contestations pauvres est possible par rapport à ce travail. Il y a eu des contestations. C'est sûr, il y a eu des contestations et des contestations vont continuer. Mais le premier travail qu'on a pu faire déjà à Bamako sur je disais par rapport aux 124 000, déjà on a pu avoir le nom à peu près de 90 000 personnes qui sont enregistrées dans la base de données. Et sur les 90 000 personnes, pratiquement les 80% sont payés déjà. Alors, la moitié du chemin est faite déjà pour Bamako ou plus de la moitié? Plus de la moitié. Je peux même dire 75% du travail est réalisé à Bamako déjà. Et pour le reste du pays? Voilà, pour le reste du pays, nous allons partir. Mais pour Bamako, d'abord, je voulais terminer pour Bamako. Nous allons partir faire la restitution de ce que nous avons fait au chef de quartier, au chef au maire. Nous allons partir faire la restitution de notre activité et des résultats de cette première opération et pour leur dire ce qui est fait, qui n'a pas pu être identifié, qui n'a pas pu être payé et nous verrons ensemble quelle est la stratégie à dégager pour faire un ratissage incomplet vraiment pour pouvoir identifier le reste des ménages pauvres ou des indigents qui restent dans les différentes communes et qu'on puisse les intégrer dans le processus. Parce que la transparence en la matière, c'est important pour vous. C'est extrêmement important pour nous. Ça, c'est le chronomètre du programme Djigui. Et quand nous travaillons, on responsabilise ceux avec qui on travaille, mais on veut qu'il y ait la transparence sur toute la chaîne possible du programme. D'accord. Venons-en au reste du pays. Au reste du pays, je sais que déjà ça commence à faire des émules. Parce que, imaginez-vous, des quartiers qui sont limitrophes de Bamako, pensent qu'ils sont à Bamako. Je pense à des quartiers comme Dialakoradi, Kalabankoro. Beaucoup de quartiers sont là. Oui, mais quand vous distribuez de l'argent quand même. Voilà,
quand on est sur le champ, ils voient des gens qui sont en train de donner de l'argent dans ces quartiers, et ils disent, mais... Et nous? Voilà, ils ont tout à fait raison. Comme on l'a dit, il y avait un calendrier vraiment qu'on avait établi et qui nous permettait progressivement d'aller dans toutes les régions. Et déjà, mais le programme est déjà établi. Nous pensons, en tout cas au début du mois de mai, déjà les équipes vont partir dans toutes les régions du Mali et pratiquement même dans tous les cercles du Mali. Ils vont aller faire la formation des formateurs pour pouvoir identifier les nouveaux bénéficiaires de ces localités. Mais la pandémie n'attend pas, elle évolue, elle continue de faire des ravages. Quand est-ce que vous comptez boucler ce programme? On veut aller vite, mais on veut aller bien. Vous savez, la sensibilité d'un tel programme social, surtout comme vous l'avez dit, il y a de l'argent derrière ça. Donc autant aller vite, mais aller surtout bien. Nous pensons pouvoir aller au début du mois de mai dans les régions. Et avant la fin du mois de mai, nous pensons pouvoir faire l'identification totale des bénéficiaires du Mali. Nous donnons un mois pour ce travail. Parce que comme je l'ai dit, c'est un travail de relais. Nous allons former des formateurs qui vont former aussi des agents, des maires. Ensuite, ils vont faire l'identification de leurs bénéficiaires. Nous allons centraliser toutes les listes à Bamako. Ensuite, nous avons des recrutements des agences de paiement que nous allons faire. Ensuite, nous allons donner ces listes à des agences de paiement. Et au fur et à mesure quand on va disposer des ressources, on mettra à la disposition de ces agents de paiement. Ils vont faire les paiements. Est-ce que vous avez un deadline pour payer tout le monde? À quel horizon est-ce que vous comptez boucler tout ça? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'ici la fin de l'année. C'est d'ici la fin de l'année vraiment que tous les bénéficiaires puissent avoir les ressources nécessaires, en tout cas, qui ont été indiquées par rapport à ce programme, notamment les 90 000 francs CFA. Alors, monsieur le coordinateur, 100 milliards de francs CFA pour toucher 1 million de ménages, 100 milliards de francs CFA, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est suffisant pour faire face quand même aux effets collatéraux de cette maladie Covid-19? C'est vrai, dans le programme social lié à la Covid-19, il y avait la mise en place de ce programme. Mais je crois qu'il y avait d'autres mesures aussi qui étaient annoncées par le gouvernement. Il y a eu les distributions alimentaires ici, vous vous rappelez. Ensuite, ces distributions alimentaires se sont poursuivies à travers le pays aussi. Il y a des programmes aussi à l'endroit de certains opérateurs économiques. Et je crois que ça, c'est des projets qui sont gérés aussi par le gouvernement. Il y a des projets de subvention de l'énergie, et de l'eau. Donc, il y a toute une panoplie de programmes qui ont été initiés par le gouvernement. Donc, il ne faut pas que tous les Maliens s'attendent à ce que vous les atteigniez. Voilà, exactement. Nous ne sommes pas tous votre cible. Ce n'est pas toute notre cible. Nous, on s'intéresse vraiment aux ménages très pauvres. Donc, il faudrait que les gens acceptent et comprennent que vraiment l'assistance du programme Djigui ne va pas à tout le monde, mais ça va particulièrement et principalement aux ménages très pauvres ou très affectés par la Covid-19. Alors, parlez-nous de l'architecture un peu de votre programme. Vous êtes rattaché, si je ne m'abuse, au ministère de l'économie et des finances. Vous êtes à cheval avec l'action sociale. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, le programme Djigui, comme ça a été annoncé, c'est un programme de transfert monétaire principalement d'abord. Donc, la principale activité, c'est le transfert monétaire. Peut-être c'est ce qui explique notre rattachement au ministère de l'économie et des finances d'abord. Parce que c'est le service, c'est une structure qui marche vraiment pour faire les distributions d'argent. Mais sur le terrain, c'est un programme de protection sociale. Donc, il s'adresse d'abord aux populations pauvres ou vulnérables, ou bien aux populations qui sont frappées par les différentes crises ou chocs. Donc, sur le terrain, nous travaillons directement avec les services régionaux, locaux du développement social et de l'économie solidaire. Donc, c'est pourquoi le programme même, il est représenté au niveau régional par ces directions, et au niveau cercle. Mais donc, dans notre démarche de mise en œuvre du programme, au niveau national, on travaille pratiquement avec les autres structures, principalement avec les structures de développement social et de la protection sociale. Alors, et parmi vos objectifs, il y avait le fait de mettre en place un système de filets sociaux au Mali. Il est là aujourd'hui opérationnel, il est établi aujourd'hui au Mali? Il est à 80% établi. Parce que le système de filets sociaux devait se bâtir surtout sur la mise en place du registre social unifié, qui devrait être un instrument de pilotage même de la politique nationale de protection sociale. Et cet instrument, on a commencé depuis 2015 à développer tous les instruments et tous les outils de collecte
de traitement, de diffusion de ce registre social unifié. Il y a une page web même consacrée au registre social unifié, donc les gens peuvent consulter cette page pour pouvoir voir un peu tous les services qu'on peut faire avec cet outil. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir l'adhésion de tous les partenaires, notamment que ce soit les partenaires comme la Banque mondiale, les partenaires des Nations Unies, comme la Banque mondiale, le PAM, l'UNICEF, etc. Mais aussi d'avoir l'adhésion des autres partenaires, notamment les ONG et tous les organismes qui interviennent dans le cadre de l'humanitaire ou de la protection sociale. Et généralement parce que cet outil permet non seulement de faire la collecte des informations que nous avons déjà, ou bien que les autres ont, qu'on peut remettre dans cette base de données, mais aussi d'offrir cette information à tous les intervenants au travers le pays. Quelqu'un qui veut aller intervenir aujourd'hui à Kidal, si nous avons déjà collecté des informations à Kidal, la personne veut aller faire des dons, par exemple, aux ménages très pauvres de Kidal, il n'a pas besoin d'aller faire une enquête là-bas. Il peut consulter la base de données, par exemple, de Djigui, on lui sortira une liste de bénéficiaires qui sont potentiels, qui sont là-bas, et qui peut utiliser déjà pour son intervention sans perdre et du temps et de l'argent à faire ces enquêtes. On souhaite bon vent à votre programme et au programme Djigui et à tout entier. Merci. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Merci, merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.